Oui. Alors, parfait. Avant de commencer, je vous dis à nouveau bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à cette quatrième et dernière conférence organisée dans le cadre du salon Vivre et Travailler en Thaïlande à l'Alliance française. Cette dernière conférence qui porte le thème un peu large, santé, prévoyance, mais également des questions immobilières. Nous sommes très heureux d'avoir à cette occasion Madame Isabelle Frege en Zoom depuis le Maroc où vous vous trouvez actuellement. Voilà, il n'y a pas de voyage, vous êtes bien au Maroc où vous êtes actuellement et vous nous faites l'amitié d'être disponible pour cette rencontre avec la partie de la communauté des Français de Thaïlande. Vous êtes présidente du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger depuis 2022. Vous allez nous présenter voilà, en une vingtaine de minutes environ qu'est-ce que la Caisse des Français de l'étranger, ce que vous faites, ce que vous faites et ce que vous ne faites pas aussi. J'allais dire, comme le consulat, finalement, dans la conférence précédente, il est important de savoir ce que les institutions qui nous entourent peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas toujours faire. Ensuite, nous aurons l'Association française de bienfaisance, représentée par son président, M. Bruno Pétel, qui nous dira aussi à quel point c'est justement important d'être protégé quand on vit à l'étranger, quelle que soit la protection que l'on a choisie, pour éviter les cas d'extrême urgence, d'extrême limite, où ne sont plus parfois disponibles que quelques bonnes âmes, si j'ose dire, qui, par générosité à la fois de temps, de compétences ou financiers, viennent en aide aux plus démunis, aux plus en difficulté à l'étranger. Et puis on est très heureux aussi d'avoir Monsieur Vincent Biraud de l'agence Bilos qui nous fera part de son expérience dans le domaine juridique en Thaïlande sur les questions liées au droit de la famille, au droit immobilier, quelques questions fiscales, enfin toutes les choses qui nous concernent lorsque l'on vit à l'étranger. Voilà, je vous laisse commencer si vous voulez bien, Madame Frege, vous êtes en direct. Merci. Merci, monsieur le directeur. Bonjour, Bangkok. Bonjour, la Thaïlande. Merci tout d'abord à l'Alliance française d'avoir initié cette journée des nouveaux, vivre et arriver en Thaïlande. C'est important, c'est ce genre de journée où chacun va recevoir les clés pour mieux comprendre le pays qui nous accueille. Et également pour savoir comment fonctionne l'enseignement, la fiscalité, mais aussi la protection sociale. Alors, Isabelle Frege, je suis donc la nouvelle présidente du conseil d'administration de la CFE. J'habite au Maroc et je suis ce matin à Rabat et je vais intervenir pour 20-25 minutes pour vous présenter la Caisse des Français de l'étranger, qui est une caisse de sécurité sociale française. Donc, la Thaïlande, de ce que je sais, c'est 67 millions d'habitants, 77 provinces, 14 431 Français inscrits au consulat en début d'année, au 1er janvier. Mais il n'y a pas d'obligation d'être inscrit au consulat, c'est un peu dommage, mais c'est une liberté qui est laissée à chacun. Et parmi ces 14 000 Français, 25% sont adhérents à la CFE. Donc, la Caisse des Français de l'étranger, c'est un organisme de sécurité sociale qui a été créé en 1978 pour répondre aux besoins des Français et des entreprises françaises qui partaient en expatriation. La Caisse est administrée par un conseil d'administration composé de 21 membres, dont la plupart résident à l'étranger et donc connaissent l'expatriation et les problèmes que soulève l'expatriation. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le régime général de sécurité sociale. Elle propose des prestations similaires à celles que vous auriez en France, contre 3 garanties, la santé, le risque professionnel et la retraite. La Caisse de sécurité sociale est régie par le Code de la sécurité sociale et non pas par le Code des assurances. Vous retrouvez les textes qui régissent la CFE dans le Code de la sécurité sociale. Et à l'instar des caisses primaires d'assurance maladie de France, c'est un organisme de droit privé qui assure une mission de service public. Là, je vais vous rappeler quelques notions de base sur la CFE, vous rappeler ou vous informer de ces notions de base. La CFE est une caisse autonome financièrement. Elle ne reçoit aucune subvention de l'État français et elle doit assurer son équilibre financier toute seule.
Elle est placée sous tutelle des ministères chargés des affaires sociales et du budget. Alors, la CFE s'adresse aux Français qui résident à l'étranger. C'est les deux conditions de base pour être assurée par la Caisse des Français de l'étranger. Elle est également ouverte aux Européens résidant hors de l'espace communautaire. Un Italien qui réside en Thaïlande, par exemple, est éligible à la CFE. Donc, à qui s'adresse la CFE? Donc, aux Français qui résident à l'étranger. Vous pouvez adhérer à titre individuel ou bien vous pouvez adhérer par l'intermédiaire d'une entreprise mandataire qui n'a pas l'obligation d'être une entreprise de droit français. Et elle est accessible quelle que soit votre situation professionnelle, votre âge, le pays de résidence, votre état de santé et la composition de votre famille. Et quand je dis votre état de santé, ça veut dire qu'il ne vous sera pas demandé de questionnaire médical pour adhérer à la CFE, ce qui n'est pas le cas des assurances. Et c'est un point très important qu'il ne faut jamais omettre quand on veut adhérer à une assurance et se protéger. Je vais rappeler quelques généralités sur qu'est-ce qui se passe quand on quitte la France vis-à-vis de sa couverture santé. Quand on décide de transposer sa résidence à l'étranger hors de l'espace communautaire, on n'a plus de droit ouvert à la protection sociale, sauf les détachés, les personnels détachés d'entreprises privées ou les fonctionnaires, et les retraités de source française sous certaines conditions. Les salariés, quant à eux, ont d'abord l'obligation d'adhérer au régime obligatoire de base du pays d'accueil. Donc, s'il y a un régime obligatoire de base pour les salariés en Thaïlande, c'est d'abord auprès de cet organisme qu'il faut adhérer et ensuite à la CFE, qui reste un régime volontaire. Donc, quand on quitte la France, grosso modo, on n'a plus de couverture de soins en France. Pourquoi choisir encore la CFE? Outre qu'il n'y a pas de questionnaire, on accueille tout le monde, quel que soit le pays, c'est aussi la continuité des droits. Vous quittez la France, si vous adhérez dans les 3 mois qui suivent votre expatriation, si encore mieux vous anticipez votre expatriation, vos droits sont maintenus. C'est-à-dire qu'une maternité débutée en France est prise en charge par la CFE si vous adhérez dans les temps impartis. Et inversement, au retour en France, si vous êtes adhérent à la CFE, vous n'avez pas la carence de 3 mois qui est appliquée aux personnes qui retournent en France et qui n'ont pas de couverture de sécurité sociale. Donc c'est ça aussi, c'est la continuité des droits. C'est de pouvoir bénéficier dans certains pays, comme la Thaïlande, d'un réseau d'établissements hospitaliers avec qui notre prestataire a passé des contrats. Et c'est aussi le bénéfice de la carte vitale lors de vos séjours en France. Donc, quelques chiffres pour présenter la CFE. La CFE est une petite caisse. Ce sont 200 000 personnes couvertes dans 209 pays, 185 000 personnes couvertes contre la maladie maternité, 35 000 en accident du travail et 44 000 en assurance retraite. La CFE propose 4 grands produits. Monde Expat Santé, Jeune Expat Santé, Retraite Expat Santé et France Expat Santé. Monde Expat Santé, vous êtes couvert en France par la CFE, dans votre pays de résidence et dans les autres pays. Vous êtes couvert partout. Jeune Expat Santé, c'est le même produit que Monde Expat Santé, il est réservé aux compatriotes de moins de 30 ans. France Expat Santé, c'est un nouveau produit que nous avons mis sur le marché dans les années 2018. En fait, vous n'êtes remboursé que des soins que vous avez eus en France et pas dans votre pays de résidence. Vous estimez que la couverture de soins que vous avez dans votre pays de résidence est suffisante, elle est de bonne qualité.
par contre, vous souhaitez poursuivre votre relation particulière que vous avez avec votre médecin de famille, vous êtes suivi pour une maladie particulière en France, vous voulez continuer à être suivi en France, vous pouvez opter pour ce produit qui ne rembourse que vos soins en France. Et enfin, le produit retraite expat santé qui est réservé aux personnes bénéficiant de retraite de source française. Les cotisations sont calculées selon l'âge de l'adhérent et la composition de la famille. Donc, en gros, vous avez deux types de barèmes de cotisation. Le barème solo, vous êtes tout seul. Le barème famille, de 2 à plusieurs. Le cas du produit retraite expat santé, donc comme je l'ai dit, il faut percevoir une retraite de source française et pour la Thaïlande, justifier d'une durée de cotisation à un régime français de retraite de base d'au moins 15 ans. Et pour être en famille, pour ce produit, il faut que les deux membres de la famille bénéficient d'une retraite de source française. Où en suis-je là? Ensuite, il y a je vais parler rapidement de ce qui peut être proposé aux salariés. En plus de la couverture santé, la CFE propose d'être couvert en cas d'arrêt de travail ou de maladie non professionnelle. Vous vous cassez une jambe, par exemple, chez vous, ça n'a rien de professionnel, hein. Vous êtes en arrêt maladie, vous pouvez percevoir des indemnités journalières. Également, perception d'indemnités journalières si vous souhaitez bénéficier du congé maternité, voire du congé paternité. Il y a une option également qui couvre en cas d'incapacité de travail, invalidité, et également qui permet le versement d'un capital d'essai si le salarié venait à décéder. Ce sont des options en plus de l'assurance maladie. La CFE couvre aussi contre les risques professionnels, ce qu'on appelle communément l'accident du travail. En cas d'accident sur votre lieu de travail ou sur le trajet qui vous mène à votre travail, vous pouvez bénéficier donc dans ces cas-là d'indemnités journalières et de voir le taux de remboursement des frais générés par cet accident augmenter. Donc on peut adhérer de manière générale à la CFE en ligne sur le site ou bien par papier, ce qui est beaucoup plus long, la poste, et puis là, il y a moins d'automatisation des procédés d'adhésion. Autre option qui peut être choisie par les salariés, c'est l'assurance retraite. La CFE permet effectivement aux salariés expatriés de travailler à l'étranger sans impact négatif sur leur future retraite. En gros, la CFE encaisse les cotisations retraite et elle reverse à la CNAV. Et chaque année, votre relevé de carrière est augmenté des trimestres pour lesquels vous avez cotisé. Donc, il n'y a pas de pénalité. Et c'est donc réservé aux salariés expatriés ayant été, c'est un peu particulier, 5 ans, à quel titre que ce soit, affilié à un régime obligatoire français de sécurité sociale. Donc, vous avez été enfant, vous avez été ayant droit de vos parents, vous avez été étudiant, 5 ans, vous pouvez bénéficier de cette option. En tout cas, vous pouvez y souscrire. Également, les personnes inactives ou les personnes chargées de famille qui suivent un conjoint en expatriation peuvent, s'ils ont été affiliés 6 mois à un régime obligatoire de sécurité sociale, peuvent également souscrire à cette option. Ce qui permet souvent aux conjoints d'expatriés qui ne travaillent pas de pouvoir continuer à alimenter son relevé de carrière en trimestre. Concernant les remboursements, maintenant vous avez payé et vous attendez en retour des remboursements. Donc, c'est ce qu'on appelle les garanties. En 2019, il y a eu une grosse réforme des garanties proposées par la CFE. Excusez-moi. Donc maintenant, les remboursements se font
soit sur la base de pourcentage de factures acquittées, soit sur la base d'un forfait. En gros, quand vous engagez une dépense, vous savez combien vous allez être remboursé et à quel taux ou à quel forfait. Par exemple, l'accouchement par césarienne, ce qui est inscrit sur le slide que vous voyez, c'est 3152 maximum. Si vous avez payé 2000 euros, l'équivalent de 2000 euros, vous serez remboursé 2000 euros. Si vous avez payé 4000, vous savez que le maximum que vous aurez, c'est 3152. La biologie, 50% de la facture dans les pays de la zone 1 et la zone 2. Alors, pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour qu'il y ait une meilleure visibilité des garanties pour les assurés. Quand vous engagez une dépense, vous savez combien vous allez être remboursé. Il fallait aussi que ça devienne plus simple pour la CFE pour pouvoir avoir des procédés beaucoup plus mécanisés et beaucoup plus rapides. C'est beaucoup plus simple aussi pour les partenaires. Les partenaires, que sont les mutuelles, savent combien la CFE a remboursé, combien donc elle devra débourser, elle. Et cette réforme a permis le tiers payant. Il n'empêche que quel que soit le pays dans lequel vous résidez, et la Thaïlande en particulier, il est conseillé, si vous venez d'arriver, non seulement de souscrire à la CFE, si vous estimez que ça répond à vos besoins, mais j'en suis sûre, mais comme la plupart des Français, il faut souscrire à une assurance complémentaire. Il y a même en France des gens qui ont une surassurance, une surcomplémentaire, 3 niveaux de remboursement. La CFE, c'est le niveau de base. Il est conseillé maintenant, comme 95% des Français en métropole, d'avoir une mutuelle. Il faut le faire vite en arrivant, parce qu'arrivé à un certain âge, les mutuelles ne vous prendront plus. Donc, comment se passent les garanties de remboursement? Le monde a été divisé en 5 zones et la Thaïlande a été positionnée en zone 2 jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, les tableaux que vous avez sous les yeux sont disponibles sur le site de la CFE. En gros, pour chaque grande garantie, type de garantie, par zone, vous avez soit le montant du forfait, soit le pourcentage en frais réels par rapport aux frais réels de ce que vous aurez comme remboursement. Si pour une hospitalisation, vous déboursez 5 000, dans la zone 2, vous serez remboursé à hauteur de 50%. Vous le savez. Ça, c'est si vous ne vous rendez pas dans le réseau de notre partenaire, dont je vais parler un peu plus tard. Donc, sur le site de la CFE, vous avez les garanties qui sont claires, qui sont remises à jour chaque année au gré, j'ai envie de dire, de l'évolution des garanties parfois en France. Donc, la Thaïlande passera de la zone 2 à la zone 3 au 1er janvier 2024. Le tiers payant hospitalier qui était de 80 pour la Thaïlande passera à 70, qui est une nouveauté. Pour l'instant, il n'y avait que du 100% et du 80%. Le tiers payant, donc là, c'est la suite du premier tableau, les garanties. Donc là, c'est les consultations et c'est aussi les actes techniques, la pharmacie, les fournitures. Et je ne sais pas si vous voyez, sous chaque ligne, pharmacie, avec exonération, le terme avec exonération signifie que votre taux de remboursement est amélioré parce que vous êtes éligible malheureusement à une affection longue durée. La CFE a reconnu que vous aviez une affection longue durée, donc vous avez un taux de remboursement qui est amélioré. C'est ça que signifie le terme avec exonération. Donc le tiers payant hospitalier, a été donc possible grâce à la réforme de 2019 mise en place au 1er janvier 2020. Il y a 5 grandes zones dans le monde qui bénéficient de tiers payants hospitaliers, mais ce n'est pas tous les pays qui peuvent en bénéficier. Donc, en gros, la Thaïlande est dans la zone ASEAN 9 et la Thaïlande, jusqu'à présent, bénéficiait d'un tiers payant hospitalier de 80%.
Donc, comment ça se passe? Vous savez que vous devez être hospitalisé. Vous téléphonez au partenaire qui va vous orienter vers un établissement de son réseau. Et quand vous sortez, vous avez 20% à payer, 20% de la facture. Donc, soit vous avez une assurance complémentaire non connue de la CFE et vous pouvez vous faire rembourser par votre assurance complémentaire des 20% restants, soit vous avez 20% restants et là, c'est vrai que c'est plus compliqué pour vous, mais vous le savez. Ensuite, le tiers payant hospitalier, ce n'est pas simplement une prise en charge de l'hospitalisation, c'est aussi de l'assistance et du rapatriement. Le rapatriement ne se fait pas systématiquement sur la France, il va se faire vers le plateau technique le plus approprié. Donc, bon, quelqu'un qui est dans le sud de la Thaïlande, si le plateau technique le plus approprié, c'est Bangkok, on l'enverra sur Bangkok. Pour vous donner un exemple, le rapatriement depuis Madagascar, il ne va pas se faire vers la France, il va se faire vers l'île de la Réunion, qui est un département français et qui a des plateaux techniques tout à fait corrects. Tout à fait corrects. Donc, cette offre, par contre, de tiers payant hospitalier n'est pas ouverte à tout le monde. Elle est ouverte aux adhérents individuels, donc pas ceux via une entreprise, et qui sont non couverts par une complémentaire partenaire de la CFE. Si vous avez une petite mutuelle qui n'est pas connue de la CFE, vous êtes éligible au tiers payant hospitalier. Vous savez que vous êtes éligible au tiers payant hospitalier parce que dans votre espace personnel sur le site de la CFE, vous avez une rubrique et on vous a envoyé un certain nombre de messages. La CFE, c'est aussi la carte vitale. Jusqu'en 2018, c'était impossible d'avoir la carte vitale. Et quand on arrivait en France sans carte vitale, on était vu par le monde médical comme excusez-moi le terme, des zombies. Mais qui êtes-vous? La CFE, on ne connaît pas ou on connaît très peu, etc. Tandis que quand vous avez la carte vitale, c'est un sésame. Vous entrez presque partout. Donc, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a progressivement délivré aux personnes éligibles la carte vitale. Les personnes éligibles, donc la carte vitale, vous connaissez, hein, on ne paye pas ou on paye que la différence. On paye très peu les consultations. La carte vitale ne sert pas pour les hospitalisations. Les hospitalisations, c'est de la prise en charge, c'est un coup de téléphone entre l'hôpital et la CFE. Alors, si vous l'avez, il y a votre numéro de sécurité sociale dessus, c'est bien pour vous faire reconnaître. Mais si vous n'avez pas de carte vitale, il n'y a pas de problème, vous êtes hospitalisé en France sans problème. Donc, la carte vitale, c'est un moyen de paiement, c'est un moyen de reconnaissance. Par contre, pour en bénéficier, tout le monde n'y a pas droit. Alors, en fait, pour en bénéficier, il faut avoir un numéro de sécurité sociale certifié qui commence par 1, qui commence par 2. Il faut avoir une adresse mail, il faut avoir une adresse postale en France pour vous faire envoyer la carte vitale et il faut avoir souscrit à un contrat santé, retraite expat santé, mais ça c'est la caisse de retraite qui va vous délivrer votre carte vitale et Monde Expat Santé. France Expat, vous n'êtes pas éligible. Alors, pour les spécificités, on pourra revenir un peu plus tard lors de questions sur comment avoir une carte vitale, surtout pour les conjoints. Mais en gros, c'est ça. Il faut vraiment avoir un numéro de sécurité sociale certifié. Donc, si vous êtes né avant les années 70 à l'étranger, que vous êtes devenu français par mariage, par naturalisation, et que vous n'avez jamais travaillé en France, vous n'avez pas été étudiant en France, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, vous n'êtes pas éligible à la carte vitale. Et ce n'est pas du fait de la CFE, je tiens à le préciser, ce n'est pas la CFE qui fait la réglementation sur la carte vitale. Je vais finir cette présentation par la catégorie aidée. La catégorie aidée, c'est ce qui fait, que la CFE est une caisse de sécurité sociale. C'est une mesure de solidarité. En 2002, a été mise en place cette mesure de solidarité, en fait, qui permet l'accès à la CFE aux familles les plus modestes.
Aujourd'hui, la cotisation forfaitaire, que vous soyez seul ou en famille, est de 210 € par trimestre. Par contre, tout le monde n'y a pas droit. Il faut d'abord être de nationalité française, résider en Thaïlande, être inscrit ou en cours d'inscription auprès du consulat au registre des Français établis hors de France. Il faut adhérer à titre individuel au produit Monde Expat Santé, Retraite Expat Santé. Retraite, c'est nouveau depuis la réforme. Et déclarer des ressources du ménage inférieures à la moitié du plafond de la sécurité sociale, un peu moins de 22 000 € pour 2023. Et quand je parle de 22 000 €, c'est brut. Donc, comment faire pour bénéficier, pour demander cette aide? Cette demande doit être déposée auprès du service social, auprès du service chargé des affaires sociales du consulat à Bangkok. C'est votre seul interlocuteur. Vous aurez un dossier à compléter. Le dossier va passer en commission consulaire dans lequel participent les conseillers des Français de l'étranger, les associations françaises reconnues d'utilité publique, le médecin du poste, la société de bienfaisance, je crois qu'il y en a une qui va intervenir juste après moi, et l'administration. Et un avis va être donné suivant les éléments. Cet avis, favorable ou défavorable, va être transmis à la CFE qui va appliquer le mois suivant la cotisation forfaitaire de 210 €. Et votre dossier est revu tous les 3 ans. Les ressources peuvent changer. Quelqu'un qui travaille peut avoir un meilleur salaire. Vous pouvez avoir hérité. Vous êtes marié avec quelqu'un dont la situation financière est plus est moins difficile. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Vous pouvez contacter la CFE par téléphone. Vous pouvez contacter la CFE via votre espace personnel sur le site de la CFE. Quand vous adhérez à la CFE vous crée votre espace personnel dans lequel il y a des informations, les appels à cotisation, les remboursements. Vous pouvez déposer les feuilles de soins en ligne, envoyer tous vos frais à vous faire rembourser en ligne, et vous pouvez contacter les services de la CFE. Voilà, je vous remercie et Merci beaucoup, Madame Frege, Madame la Présidente du Conseil d'administration de la CFE, pour cette intervention très claire et qui rappelle également à quel point il est important de penser à la couverture santé lorsque l'on est à l'étranger et à quel point finalement les choses semblent simples depuis la France parfois, mais il faut prendre ses précautions une fois que nous sommes à l'étranger. Alors on va prendre une ou deux questions en respectant la règle des 2C, concision et courtoisie. Je vous laisse la parole. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, effectivement, première question que vous devez déjà avoir entendue, Madame Frege, pourquoi la Thaïlande est-elle passée de la zone 2 à la zone 3 ? Pourquoi la Thaïlande est-elle passée de la zone 2 à la zone 3, à l'instar de 12 autres pays qui ont changé de zone suite à deux études faites par un actuaire, une qui nous a été présentée en décembre 2022 et une autre étude présentée en juin 2023. Il s'avère que le montant des soins en Thaïlande a évolué. Il y a une inflation sur le montant des soins en Thaïlande et on ne peut pas continuer à rembourser les frais les frais en Thaïlande comme on l'a fait. Je rappelle qu'on doit équilibrer nos comptes et qu'on ne peut pas continuer. Voilà, il y a eu une grosse inflation sur les frais de santé en Thaïlande. Je rappelle que cette étude s'est faite hors tiers payant hospitalier. Très bien, merci de cette réponse. Deuxième question, Monsieur Perrois. Madame la Présidente, vous n'êtes pas sans savoir que les récentes décisions de votre conseil d'administration en matière de changement de zone, on vient d'en parler, de remboursement,
d'augmentation de la cotisation bien au-delà des promesses faites précédemment, crée un émoi certain au sein de notre communauté. Dans le même temps, malgré nos demandes répétées, sollicitant la modification de la politique de votre assisteur en matière d'agrément des hôpitaux en Thaïlande, aucune évolution n'a été envisagée et aucune réponse ne nous a été adressée. Quand la CFE se décidera-t-elle à assurer l'équité entre ses adhérents? À quand l'abrogation des zones? Comment peut-on aujourd'hui avoir un tiers payant à 100% au Maroc et à 70% en Thaïlande, demain à 50%? Quand la CFE, je termine sur le dernier morceau qui prend 30 secondes, quand la CFE mettra-t-elle de l'ordre et assurera-t-elle les remboursements dans des délais corrects et non pas ce que nous connaissons aujourd'hui, qui sont des délais qui atteignent jusqu'à plus de 4 mois? Merci. Cette question, M. Perroy, je résume finalement au fond, c'est qu'est-ce qui fait qu'un pays est dans une zone et pas dans l'autre, quel que soit le pays dont on parle? Deuxièmement, qu'est-ce qui peut permettre qu'un pays change de zone à un moment? Ça, c'est une autre question. Et troisièmement, la question des délais de traitement, qui est sans doute une question administrative. Mais voilà, en dehors de manière générale, je vous laisse nous répondre, s'il vous plaît. Merci. Ce sont des questions récurrentes. Je les comprends tout à fait. Donc, concernant les délais, c'est vrai que c'est un point sur lequel j'aimerais qu'il y ait de grosses avancées. Concernant les délais des feuilles de soins envoyées de manière dématérialisée pour des soins simples, les délais sont assez raisonnables, sont assez courts, moins d'une semaine. Dès qu'il y a effectivement des soins plus compliqués, il y a des contrôles qui sont faits et ça peut mettre du temps. Mais ce n'est pas satisfaisant, je suis d'accord avec vous. Et tout est fait pour pour faire que les délais soient réduits. Et je suis l'affaire de très près. Concernant les zones, alors c'est un peu facile de comparer le Maroc et l'Afrique en général et l'Asie. Le coût de la santé n'est pas du tout le même. Ce qui fait que, bon, effectivement, quand vous allez en Afrique, on a plus une médecine qui ressemble à celle de la France. Au Maroc, en plus, vous citez le Maroc, le pays dans lequel je réside, dans lequel a résidé un vice-président pendant des années. C'est un copier-coller de la France. Il y a des grilles à ne pas dépasser. C'est très réglementé, un peu comme en France. Et c'est sûrement beaucoup moins cher que ce qui peut se passer en Asie. Il y a de l'inflation, mais pas autant qu'en Asie. Donc ça, c'est un premier élément. Nous sommes en zone 1. L'Afrique, en général, est en zone 1. Il y a très peu de pays en zone 2 et il n'y en a pas en zone 3 de toute manière. En tout cas, il n'y a pas de tiers payant hospitalier pour l'instant en zone 3. La plupart, vous auriez pu citer la Tunisie, vous auriez pu citer la Mauritanie, le Mali, le Sénégal. Vous avez préféré citer le Maroc, qui est mon pays de résidence. Mais je n'étais pas encore présidente que le Maroc était déjà en zone 1. Il y a beaucoup moins d'inflation et de toute manière, la santé est beaucoup moins chère au Maroc que ce qu'elle ne l'est en Asie. Ensuite, vous avez évoqué notre partenaire et vous avez évoqué les discussions, les courriers auxquels nous n'aurions pas répondu. Nous sommes en discussion assez régulièrement, en tout cas le directeur et moi-même, avec au moins 2 élus conseillers consulaires. 2 ont rencontré le directeur de la CFE en mars dernier à l'occasion de l'Assemblée des Français de l'étranger. Je ne sais pas si ils sont là aujourd'hui, je les salue. Je suis régulièrement en relation également avec un des élus. Donc dire qu'il n'y a pas d'échange, nous avons reçu un courrier de l'ancien ambassadeur auquel nous avons répondu. Donc, nous ne sommes pas non plus figés sur du silence et nous avons quand même beaucoup échangé. Le marché actuel de tiers payants hospitaliers se termine le 31 décembre 2023.
Donc, il y a un marché public qui est passé et au 1er janvier 2024, un nouveau prestataire ou pas va se mettre sur le marché thaïlandais. Il y a une expérimentation, je rappelle qu'il y a une expérimentation qui a été faite, me semble-t-il, il y a un an, une expérimentation qui a peut-être été assez mal portée, peut-être, mais qui n'a pas porté ses fruits non plus. Donc, dire qu'on fait rien pour la Thaïlande, non. Si dans les années qui viennent, l'inflation sur la Thaïlande, sur la santé en Thaïlande revenait en arrière, qu'il y avait moins d'évolution, rien n'empêche que la Thaïlande revienne en zone 2. Rien n'est figé. Merci Madame Frey. Finalement, je vais juste prolonger la question en sortant du contexte géographique. À quelle fréquence vous estimez de nouvelles modifications d'un pays ou à un autre? Ça se fait tous les ans, tous les 3 ans Quelle est Alors, en fait, la moyenne? la division du monde en 5 zones, elle a démarré avec la réforme des garanties en 2020, donc ce qui est très, très récent. Donc, c'est la première fois que nous changeons de zone. Alors, idéalement, il faudrait faire ça tous les ans. On n'a pas encore pris de décision à ce sujet. Mais si on voit qu'il y a de l'inflation dans certains pays, on va demander l'étude de l'actuaire. De toute manière, on ne fait pas ça, c'est pas au doigt mouillé, c'est pas au pifomètre, c'est vraiment des études d'actuaires concrètes sur les dépenses que nous constatons et qui font que un pays peut changer de zone. Mais on a 2 pays qui ont régressé, hein. Mais pour l'instant, la cadence n'a pas encore été fixée. Très bien, c'est noté. Je vous remercie. Je suis désolé, on va s'arrêter pour les questions puisque on a encore 2 intervenants sur scène. Et je rappelle que, effectivement, vous l'avez dit, les conseillers, vous êtes en lien avec les conseillers des Français de l'étranger qui sont là aussi pour écouter, porter la parole des ressortissants. Il y a notamment Monsieur Laval ici présent qui voilà, peut prendre quelques remarques si nécessaire, puisque les 4 conseillers des Français de l'étranger n'ont pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais ils ont tenu à dire à quel point ils auraient aimé être présents et qu'ils restent à l'écoute de la communauté française expatriée en Thaïlande. Je vous propose merci encore Madame Frege de votre disponibilité de cette présentation. Et comme vous l'avez rappelé, voilà, la CFAE peut être contactée au numéro de téléphone et par mail qui ont été donnés à la fin de notre présentation qui, pour rappel, sera disponible en ligne. Elle l'est actuellement, on est en direct sur Facebook et qui permettra donc de revoir et de retrouver les contacts si nécessaire. Merci encore. Et merci à vous et bonne continuation. Bonne continuation. Merci, au revoir. Bonne journée, bonne soirée plutôt. Au revoir. Alors, cher Bruno Petel, Monsieur le Président, je vais vous passer le micro désormais pour nous parler de l'Association française de bienfaisance, qui au fond est si j'ose dire, un bon enchaînement avec l'intervention de Madame Frege, puisque vous allez sans doute nous dire à quel point une couverture santé est importante dans les cas les plus critiques auxquels vous faites parfois face. Monsieur le directeur, cher Sylvain, mesdames et messieurs, oui, la bienfaisance, je vais vous passer très rapidement quelques slides et après je répondrai éventuellement à vos questions. C'est une association qui existe depuis 2008, mais qui depuis maintenant près d'1 an est devenue une association de loi Thaï. Alors pourquoi nous sommes passés en association de droit Thaï? C'est pour 2 raisons en fait. La première, c'est comme nous intervenons sur le social, nous avons pensé qu'en étant officiellement reconnus par les autorités thaï, nous aurions un meilleur dialogue et une meilleure réception, que ce soit avec les services sociaux, que ce soit avec les hôpitaux, etc. Et un deuxième point qui est, je dirais, purement intéressé, qui est le fait que, étant une association thaï, les entreprises françaises en Thaïlande peuvent déduire fiscalement les dons qu'ils nous font. Donc nous avons grand espoir que les entreprises françaises nous entendent et puissent cette année nous verser des dons généreux pour que nous fassions face
à nos compatriotes en difficulté. Donc nous sommes une association, donc nous respectons, et d'autant plus maintenant que nous sommes taille, nous avons un comité directeur, nous nous réunissons tous les mois et bien entendu, tous les mois nous étudions nos comptes et une fois par an nous avons l'Assemblée générale qui est publiée. Est-ce qu'on peut faire avancer le... Ça avance tout seul. Oui, donc ce qui est important de savoir, c'est que... D'accord. Ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes une association, bien entendu, caritative, totalement apolitique et totalement non confessionnelle. C'est-à-dire que nous ne rendons compte qu'à nos adhérents et qu'aux autorités taille qui nous contrôlent tous les ans. Donc, jusqu'à présent, nous faisons face aux difficultés des Français. Alors, vous savez bien qu'en Thaïlande, nous avons une grande partie de Français qui sont retraités. Et plus nous allons dans le temps, plus les problèmes se posent en matière hospitalière, en matière de difficultés de tous ordres. Et ce qui est un des problèmes que nous rencontrons, c'est avec l'âge, nos compatriotes ont du mal à faire face à ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire à la dématérialisation des relations avec l'administration de tous ordres. Donc nous avons décidé cette année de monter un département dans notre association pour aider toutes ces personnes âgées à utiliser, à converser avec, que ce soit les caisses de retraite, que ce soit l'administration française, l'administration fiscale, etc. Pour vous donner un exemple, on est en train de s'occuper d'un dossier d'un monsieur de 79 ans qui n'avait pas touché sa retraite depuis 24 mois. Vous imaginez bien que quand il nous a contactés, vous imaginez bien dans quelle situation il était. Et nous avons réussi à renouer avec la CNAV et nous sommes en cours avec les caisses de retraite complémentaires qui, bizarrement, ne fonctionnent pas de la même façon que la CNAV. Et notre aide, autre aide très importante, et Madame la Présidente Fraîche vous en a parlé, c'est la catégorie aidée. Nous nous sommes rendus compte qu'il valait mieux prévenir que guérir. Et le premier budget que les Français qui ont des difficultés financières lâchent, c'est l'assurance santé. Donc on s'est rendu compte qu'on faisait appel à nous pour payer des frais hospitaliers que vous connaissez en Thaïlande qui sont parfois très élevés, et notre association qui a malgré tout un budget limité, nous avions des frais auxquels nous ne pouvions pas faire face. Donc nous avons décidé de financer la catégorie aidée dont vous a parlé Madame Fraîche tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont des revenus limités, la bienfaisance, la FBT, va payer pour le compte de ces personnes les cotisations de 210 € par trimestre. Ça, bien entendu, après étude du dossier. Ce dossier, je vous rappelle, doit être présenté à l'ambassade de France, le consulat de France plutôt, et est étudié par les conseillers des Français de l'étranger. Et après avis favorable, nous intervenons pour payer cette cotisation. Donc, vous voyez que ça, c'est les deux grands thèmes que l'on développe en 2023-2024. Pour le reste, nous apportons un aide morale et psychologique à des personnes qui commencent à ne plus savoir très bien où ils sont. Il y en a beaucoup.
des personnes âgées. Et donc, on a aussi un travail de contact au quotidien avec ces personnes. Donc, j'en terminerai en vous rappelant que nous sommes donc une association caritative, que nous ne fonctionnons qu'avec les aides de nos adhérents et des donateurs. Là, le ministère des Affaires étrangères nous alloue au travers de l'OLES une somme aussi, nous a alloué aussi cette année une somme. Nous tournons aujourd'hui avec un budget d'à peu près 2 millions de bahts par an, ce qui est très insuffisant par rapport aux demandes qui nous sont faites. Alors le dernier point, c'est que lorsque les personnes qui nous contactent sont dans une situation hospitalière très difficile, nous payons le billet de retour, puisque rentrant en France, ils peuvent être pris en charge, alors qu'ici, s'ils n'ont pas d'assurance, il ne peut rien se passer. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Cher Bruno, merci de cette présentation. Peut-être une question pour le Président de l'Association française de bienfaisance. Sinon, moi j'en ai une, cher Bruno. J'aurais souhaité savoir, peut-être que tu peux partager avec la salle, combien de ressortissants environ par an vous aidez et peut-être... En 2022, on a de mémoire aidé 65 ressortissants dans toutes catégories, soit par des rapatriements, des billets d'avion que l'on finance, soit par des aides à la catégorie D, mais qui démarraient cette année et qui deviennent plus importantes en 2023 et certainement plus en 2024, bien entendu. Je trouve qu'il est intéressant d'avoir en tête ce chiffre, voilà, plus d'une soixantaine de ressortissants français en extrême difficulté, c'est-à-dire au point où le seul recours possible après l'État, évidemment, après la famille, après les amis, après quand il n'y a plus rien, c'est une association comme celle de la bienfaisance qui peut vivre aussi grâce au soutien de ses membres, et à cet égard, la générosité de tous sera évidemment appréciée. Vous avez les informations ici. Vous organisez aussi un événement tous les ans. Alors nous organisons tous les ans la soirée du Beaujolais nouveau, qui est cette année le 24 novembre et qui aura lieu dans les jardins de la Résidence de France, donc un endroit prestigieux. L'année dernière, 360 personnes ont été réunies. Cette année, je pense que nous serons à un minimum de 400 personnes, sachant que nous sommes obligés de limiter à 400 personnes, car la résidence ne peut pas accepter plus de monde. Mais j'espère que vous serez nombreux et que vous inscrirez très vite, parce que je pense que les inscriptions démarreront le 15 octobre. Parfait. Merci beaucoup, cher Bruno. Désormais, je vais passer la parole à Monsieur Vincent Biraud. Cher Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde et de clore la journée sur un certain nombre de questions où, j'allais dire, seul le privé peut venir à notre secours. C'est-à-dire qu'il y a tout ce que l'on sait grâce à l'administration, et puis il y a les zones en fait tampons sur lesquelles on a besoin d'un conseil, on a besoin d'éclairage pour mieux comprendre comment les règles s'établissent, fonctionnent, et comment on peut s'insérer, que ce soit sur la famille, le travail ou l'immobilier. Tu es cofondateur de Biloz, c'est bien ça, oui. Cabinet juridique fiscal et d'immigration en Thaïlande. Je te laisse la parole pour nous présenter les différents sujets que tu vas aborder. Ok, bonsoir à tous. Donc, merci d'avoir attendu jusqu'à la fin. Donc, on va évoquer quelques points très pragmatiques sur le droit de la famille, mariage, divorce, succession. On va aussi parler de la création d'entreprises en Thaïlande, des soucis de contrôle des sociétés quand on a des actionnaires locaux. On va aussi parler de droit immobilier et de fiscalité. Donc, petite présentation rapide sur moi, le cabinet Biloz, que j'ai créé en 2017 ici à Bangkok. Et le point sur lequel je voulais insister, c'était notre approche juridique qui est très pragmatique du fait de nos expériences à la fois entrepreneuriales, comptables, en plus de l'activité juridique des cabinets d'avocats. Ce qui nous permet, quand on a des dossiers,
de se mettre dans la tête, dans la peau, justement, des entrepreneurs. Donc, première partie sur le droit de la famille. Je pense que le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas se marier, ou en tout cas de beaucoup réfléchir avant de se marier, parce que ça entraîne beaucoup de difficultés si les choses se passent mal. Et d'un point de vue rationnel et statistique, il y a beaucoup de chances que le mariage termine par un divorce. Si vous souhaitez protéger votre compagnon, vous pouvez faire un testament. Ensuite, la question du mariage, en réalité, se pose surtout quand on a des enfants. Et quand on a un couple mixte en Thaïlande, dans le cas où la personne française n'est pas mariée, il n'y a pas de reconnaissance automatique de l'enfant. Ce qui est le cas quand on est marié. Donc, c'est en règle générale la situation dans laquelle les Français se marient en Thaïlande. Donc, si vous avez décidé de vous marier, le point important, c'est le contrat de mariage. Et le contrat de mariage, il doit être fait évidemment avant de se marier. Et il faut aussi l'évoquer le plus tôt possible avec sa future épouse ou son futur époux thaïlandais. Parce que quand on s'y prend une semaine ou 2 semaines avant, c'est souvent trop tard. Et on a eu le cas de personnes qui, bien malgré eux, finalement n'ont pas fait de contrat parce que c'était un peu trop tard. L'intérêt de ce contrat, c'est évidemment de protéger le patrimoine et ses revenus. Il faut savoir qu'en Thaïlande, à la différence de la France, on n'a pas plusieurs régimes matrimoniaux. Le régime matrimonial par défaut, c'est la communauté Red Bitosake. Et une des grosses particularités du droit thaïlandais, on en reviendra un petit peu plus tard là-dessus sur la partie droit immobilier, c'est que l'achat de terrain n'est pas permis aux étrangers. Et ça veut dire que quand on est marié avec un époux thaïlandais, les achats de biens immobiliers, le terrain, même s'il est acheté après le mariage, même s'il est acheté avec l'argent de la communauté, il ne rentre pas dans le patrimoine commun des époux. En cas de divorce, il ira en réalité à la personne thaïlandaise. Donc pour se protéger, le contrat de mariage, on peut en réalité répliquer l'équivalent du régime de séparation de biens en France. Et on peut aussi détailler les biens propres qu'on a. Parce qu'il faut savoir qu'une des particularités du mariage sur la communauté Red Bitosake, c'est que si on a des biens qui nous sont propres, c'est-à-dire qu'on avait avant de se marier ou qu'on hérite après le mariage, ces biens restent propres. Et on peut, mais la difficulté elle est sur la preuve, si on réutilise de l'argent de biens propres, ce qu'on appelle du réemploi de deniers, on peut conserver ça dans son patrimoine propre. Et parfois, il est intéressant de le lister dans le contrat de mariage de manière à ce que ça serve de preuve. Ensuite, le divorce, voilà ce qui arrive souvent fatalement. Il faut savoir qu'une grosse différence entre la Thaïlande et la France, c'est qu'en Thaïlande, il y a le divorce pour faute en cas d'adultère. Et on peut même poursuivre l'époux, l'épouse et la maîtresse, s'il y en a une, devant les tribunaux pour demander des dommages et intérêts. Donc, il faut faire évidemment attention à ça. Et nous, ici, le conseil qu'on va donner ce soir, c'est qu'un divorce, si vous voulez, ça s'anticipe, ça se prépare. Donc, si jamais vous êtes la personne fautive, vous n'avez pas intérêt à être poursuivi devant les tribunaux thaïlandais. En tant que Français, vous avez le droit de lancer des démarches en France. Et c'est le premier pays qui est saisi qui va s'occuper du divorce. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux lancer la démarche en France. Et ensuite, les juges français vont appliquer certes la loi de résidence des époux, en règle générale la Thaïlande dans ces situations-là, mais avec une vision française, un ordre public français. Voilà. Ensuite, quelques points sur la garde d'enfants. Alors, il y a évidemment une tendance assez forte pour l'épouse, encore plus les thaïlandaises, mais malgré tout, côté assez rationnel, si c'est l'autre époux qui a les ressources financières pour s'occuper de l'enfant, qu'il a envie de payer des écoles internationales aux enfants, en règle générale, les juges sont plus ouverts pour que la garde aille à la personne qui s'occupera bien de l'enfant. Donc voilà pour la partie famille. Petite partie aussi testament, succession.
ça, c'est des choses importantes parce qu'on n'est pas forcément au courant. Un testament, ici, on devrait tous en avoir un. Et un testament de droit thaïlandais ou de droit international avec des règles applicables en Thaïlande. Parce que un testament de droit français est difficilement applicable en Thaïlande. Et un point, par exemple, auquel on ne pense pas forcément, c'est qu'à défaut de testament, on va appliquer les règles thaïlandaises. Et en Thaïlande, si on décède en Thaïlande et qu'on a du patrimoine en Thaïlande, les règles de transmission sont différentes aux règles françaises. En Thaïlande, les parents vont récupérer une quote-part, alors qu'en France, c'est plutôt aux époux et à l'époux survivant et aux enfants. Donc, si on veut protéger avant tout sa famille descendante, on a intérêt à le préciser dans un testament. Ensuite, la partie succession, là, c'est évidemment un point crucial. La difficulté pour les proches restés en France, c'est évidemment de connaître les actifs que vous avez en Thaïlande. Et même si on les connaît, les éléments de preuve, les titres de propriété, les copies des bankbooks, les détails des comptes bancaires. Donc avoir un testament préparé par un cabinet d'avocats avec un exécuteur testamentaire qui a été nommé en avance et qui, lors de la succession, parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, chaque succession en réalité est une opération judiciaire, ça se fait devant la cour, eh bien, il est évidemment mieux d'avoir un exécuteur testamentaire de confiance qu'on a nommé et qui va s'occuper justement de faire ceci. Si vous ne voulez pas trop embarrasser vos proches que vous nommez dans votre testament, on peut prévoir ce qu'on appelle une réserve testamentaire pour qu'il y ait un budget pour les frais d'avion et autres, pour que cette personne s'occupe justement de votre succession. Alors maintenant, la partie business, création de société en Thaïlande. Donc ça, c'est des questions qu'on a souvent. Et en réalité, la principale difficulté qu'on a en Thaïlande, pour les gens qui arrivent ici, c'est qu'en Thaïlande, il n'y a pas de statut pour les personnes qui travaillent seules. On ne peut pas être freelance en réalité en Thaïlande, parce que pour travailler en Thaïlande, il faut un permis de travail. Et il y a des règles propres. Donc en règle générale, il faut une structure qui nous permet d'avoir ce permis de travail. Donc la structure la plus classique, c'est une société, ce qu'on appelle société thaïlandaise. En réalité, c'est l'équivalent en France d'une SAS, une société par action à simplifier. Et même si dans le code civil et commercial, une société peut être 100% étrangère, dans la réalité, il y a beaucoup d'activités commerciales qu'on ne peut pas faire sans actionnaires thaïlandais. Donc sans aller dans plus de détails aujourd'hui, gardez en tête que dans pas mal d'activités, il vous faudra un actionnaire local et il vous faudra un investissement minimum de 2 millions de Thai baht et 4 employés thaïlandais pour sponsoriser votre permis de travail. Une structure un petit peu plus souple, qui a un gros avantage, c'est un ratio de 1 employé thaïlandais par étranger, c'est le bureau de représentation. Et ce bureau de représentation, en fait, c'est l'émanation d'une société étrangère. Donc si vous avez déjà une société en France, vous avez une société, une holding à Hong Kong ou à Singapour, vous pouvez très bien avoir cette société qui enregistre un bureau de représentation en Thaïlande. Ça ne vous permet pas de facturer en Thaïlande, mais ça vous permet d'avoir un permis de travail et d'avoir une certaine activité. Encore une fois, il faut entrer dans plus de détails pour bien comprendre les subtilités de cette structure. Et enfin, le BOI. Le BOI, c'est le Board of Investment. C'est une structure gouvernementale thaïlandaise, en fait, qui est là pour promouvoir les investissements étrangers dans certaines catégories que la Thaïlande estime importantes pour son développement économique. Et il y a notamment les activités digitales, le software, les services aux entreprises, tout ce qui est back-office, call center, tout ce qui est industrie. Et évidemment, quand c'est possible, on recommande toujours aux gens de vérifier l'éligibilité pour une société BOI. Parce que le gros avantage, c'est un capital réduit, partir d'1 million de Thai baht, et il n'y a pas de quota pour les work permits, donc c'est facile d'embaucher des étrangers avec ces structures-là. Il y a aussi des exemptions fiscales, dans certains cas. Une autre et dernière possibilité, c'est le portage salarial. Ça permet à une personne qui n'a pas d'employeur en Thaïlande d'avoir un permis de travail, à condition d'avoir une société hors Thaïlande et d'avoir des conventions bien ficelées, dans le sens où
d'un point de vue légal thaïlandais, c'est la société qui vous porte, qui est votre employeur. Donc il faut qu'il y ait une vraie relation employeur-employé en Thaïlande et un contrat de mission. Mais gardez en tête la subtilité juridique, vous êtes un employé de la société qui vous emploie en Thaïlande. Alors, un autre point rapide, parce qu'on a souvent des questions là-dessus, le contrôle d'une société thaïlandaise. Pour revenir à la slide précédente, dans le cas où 90% des Français qui font du business en Thaïlande ont une société avec un actionnaire thaïlandais, la question de contrôle se pose. En réalité, on se retrouve avec un associé thaïlandais qui a la majorité du capital social, mais en droit thaïlandais, le critère pour qu'une société soit thaïlandaise, c'est la détention du capital et non le contrôle. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une société avec un Thaïlandais qui a 51% des parts sociales et des étrangers qui ont des actions avec des droits de vote supplémentaires, des droits de vote, des droits aux dividendes supplémentaires, qui fait que de fait, ils ont le contrôle de cette société. Ils peuvent choisir de changer de directeur, ils peuvent même décider de faire une augmentation de capital, parce que la majorité est aux 2/3. Donc ça, c'est des points importants, avec une limite à ne pas dépasser, qui est l'interdiction d'utiliser des prête-noms. L'actionnaire thaïlandais doit conserver un intérêt économique, pouvoir être considéré comme un associé légitime dans cette société. Il y a ensuite d'autres contrats pour améliorer la protection de votre investissement. Il y a notamment des contrats d'options, de rachat d'actions. Il y a des contrats de prêt sur le capital qui a été investi par les actionnaires locaux, des règles sur le management, et puis aussi des règles très pratiques sur la partie compte bancaire, limiter l'accès au compte bancaire à certaines personnes, avoir double vérification par OTP sur le téléphone. Alors certains pièges à éviter en Thaïlande. Alors évidemment, on reçoit beaucoup de dossiers comme ça sur l'investissement immobilier. Alors on ne va pas parler de la fameuse affaire New Nordic, je pense que beaucoup de gens connaissent et beaucoup de Français y ont laissé une partie de leur capital. C'est extrêmement risqué d'investir sur plan en Thaïlande parce qu'il n'y a pas de régime strict, il n'y a pas de minimum important de capital avant de pouvoir lancer le projet. Il faut faire extrêmement attention. Ça vaut pour les gros projets, mais aussi pour de plus petits projets de promoteurs indépendants qui font 3, 4, 5, 6 villas. On en voit beaucoup sur Phuket, on en voit beaucoup sur Koh Samui aussi. Et ces constructeurs, en fait, ils sont sous les seuils pour ne pas obtenir les licences de développement. Et là, c'est extrêmement risqué d'acheter la première maison. Donc, il faut faire extrêmement attention, vérifier évidemment les contrats, des pénalités pour les retards, et limiter son risque en s'assurant que si on paye graduellement, parce que c'est toujours le cas, avoir au moins le transfert de la propriété du terrain à sa société, en imaginant qu'au pire des cas, on a conservé un droit sur le terrain. On voit aussi beaucoup d'arnaques, entre guillemets, dans le rachat de business. Il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas une comptabilité sincère. Donc, méfiez-vous des comptes qu'on vous donne. On a aussi beaucoup de Français qui se précipitent. Ils viennent en haute saison, ils voient beaucoup de monde. Ou alors, la saison est un petit peu plus basse et le restaurateur ou la personne qui détient le business va inviter les amis. Ça paraît très gros, mais ça s'est vu. Donc, on voit du monde, 1 semaine, 2 semaines, on achète, puis après, il n'y a plus personne. Il y a aussi des gros problèmes sur le bail. En Thaïlande, en fait, quand on n'a pas de régime des baux commerciaux comme en France. Donc, en réalité, la loi thaïlandaise prévoit qu'un bail d'une durée supérieure à 3 ans doit être enregistré auprès du Land Office pour qu'il soit valide. Et une fois qu'il est enregistré, il est opposable au tiers, c'est-à-dire qu'il est précisé au dos du titre de propriété. Et même si le bien est revendu, votre droit au bail continue. Donc vous êtes vraiment protégé. Et en Thaïlande, on a cette mauvaise habitude des propriétaires qui ont tendance à vous faire croire, entre guillemets, que la règle pour les baux commerciaux, c'est 3 ans renouvelables. En réalité, c'est 3 ans parce qu'ils ne veulent pas faire d'enregistrement. Et l'enregistrement a aussi un impact fiscal. Il y a une taxe, 1,1% de la valeur totale des loyers, et ça oblige souvent les propriétaires à déclarer aussi leur loyer. Donc ils ne veulent pas le faire pour des raisons fiscales. Mais pour vous, vous êtes en danger. C'est-à-dire qu'on fait des contrats de 3 ans avec des clauses de renouvellement, mais suivant la manière dont la clause de renouvellement a été écrite, parfois elle n'est pas applicable.
c'est seulement une option à renégocier. Donc on peut perdre son activité pour non-renouvellement. Donc insister pour enregistrer le bail quand c'est possible, quitte à proposer à payer plus cher, à couvrir le surplus fiscal pour être protégé. Et peut-être, dernier point, sur la création d'un business, ce que je vois souvent aussi ici, c'est des gens qui sous-estiment le budget de départ. Dans la loi thaïlandaise, on a 2 millions de bahts de capital à investir. Et pour beaucoup, déjà, c'est un frein. Mais s'il n'y a pas 2 millions à mettre au départ, quand vous allez voir le temps que ça prend pour lancer une affaire, le temps que ça prend pour embaucher des employés qui vont démissionner, vous allez devoir en retrouver. Voilà, il faut prendre du temps, il faut regarder et surtout ne pas sous-estimer le budget nécessaire jusqu'à ce que l'activité puisse décoller. Alors la partie achat immobilier, donc le plus simple évidemment, c'est l'achat de ce qu'on appelle de condominiums, d'appartements. Vous pouvez l'acheter en pleine propriété. Donc les détails sont sur les slides derrière moi. Le point sans doute important, c'est que quand on fait le transfert d'argent, il faut que le transfert couvre la totalité du bien, qu'on précise les détails, c'est-à-dire qu'on achète tel bien, telle adresse, telle unité, parce que parfois, lors de l'enregistrement auprès du Land Office, les agents peuvent faire des difficultés s'il n'y a pas toutes ces choses-là. Et on a des cas, alors c'est les cas évidemment qui se passent le plus mal, mais ça nous est arrivé d'avoir des dossiers où la somme investie était un petit peu inférieure, où on ne précisait pas exactement l'unité, et les personnes ont été obligées de refaire sortir l'argent, le faire revenir avec des frais de transfert. Donc voilà, faites bien attention à ce point-là. L'achat d'un bien immobilier, d'une maison, alors là pareil, il y aurait énormément à dire, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais faites-vous conseiller. Un étranger ne peut pas acheter de terrain, mais un étranger peut avoir un intérêt sur un terrain via une société. Seulement, cette société ne peut pas avoir de prête-nom. Sur cette société, si on met des actions à droit de vote supplémentaires, comme on le fait pour les activités commerciales, c'est un gros risque qu'en cas de contrôle des autorités, on considère que cette société, en réalité, permet à un étranger de posséder un bien immobilier, contrairement à l'esprit de la loi qui interdit cette propriété étrangère. Donc, c'est des montages qui sont possibles, mais il faut faire extrêmement attention. Quand on le fait dans le cas d'un mariage, évidemment, votre époux thaïlandais a la solution. Ben, mettez le terrain à mon nom. Vous avez compris que ce terrain ne rentre pas dans la communauté. Lorsque des personnes mariées achètent un terrain, lors de l'enregistrement du transfert de propriété, on va demander à l'époux étranger de signer un document dans lequel il confirme que les sommes utilisées pour acheter le terrain ne sont pas les siennes, même si c'est les siennes. Voilà, donc dans le cas où les gens le font comme ça, il faut contrebalancer, peut-être mettre le bâti au nom de la personne étrangère, mais si vous êtes marié sous le régime de la communauté Ryutozake, en réalité, le bâti va rentrer dans la communauté. Donc vous vous retrouvez à avoir en réalité la moitié du bâti, mais pas le terrain, en cas de divorce plus tard. Point très important dans ces cas-là, c'est faire un usufruit. Vous pouvez mettre un usufruit sur la totalité quand vous êtes marié. Ça coûte pas très cher à faire, et en cas de décès ou même en cas de divorce, vous conservez le bien. Donc voilà, c'est un point important à garder en tête. Dernière slide sur la fiscalité en Thaïlande. Donc fiscalité des sociétés. Donc le maximum c'est 28%. 28%, c'est-à-dire c'est l'impôt maximum pour qu'un actionnaire récupère son profit dans une société. C'est-à-dire 20% d'impôt sur les sociétés et ensuite 10% sur les dividendes libératoires qui sont prélevés à la source. On a une TVA à 7%. Alors la TVA, il faut savoir qu'une société doit s'enregistrer à la TVA si son chiffre d'affaires dépasse 1 800 000 bahts au cours d'une année, et ou si cette société embauche un étranger. C'est pour ça qu'on a beaucoup de petits commerces thaïlandais qui n'ont pas la TVA, parce qu'ils sont sous les seuils ou simplement ils ne déclarent pas. On a ensuite les charges sociales. Je pense que c'est le point le plus important en termes d'attractivité de la Thaïlande pour les gens qui font des affaires ici. Il n'y a pas de charges patronales en Thaïlande. En réalité, les seules taxes qu'on paye sur ces employés, c'est la sécurité sociale,
avec une partie côté employeur, une partie prélevée par l'employeur sur le salaire de l'employé, qui est de 5% du salaire, avec un plafond à 750 bahts, donc un total de 1500 bahts. Donc c'est évidemment extrêmement intéressant par rapport à la France, où le coût du travail est pratiquement multiplié par 2 parfois. Les impôts, ensuite il y a d'autres prélèvements à la source, 3% sur les services, 15% sur certains services facturés depuis l'étranger. Mais en réalité, cet impôt à la source, ce prélèvement à la source, pardon, c'est un prépaiement de l'impôt sur les sociétés. À la fin de l'année, on fait les comptes et on va déduire ce qui a déjà été payé. La fiscalité sur les particuliers, donc on a un système similaire à la France, dans le sens où on a un taux progressif en fonction du revenu, de 0 à 35%, avec la tranche maximum à 35% pour les revenus au-dessus de 5 millions de Thai baht. Donc en réalité, on a nos revenus, quand on est employé, nos revenus du travail, qui sont, où notre employeur prélève à la source tous les mois notre impôt sur un prévisionnel de ce qu'on va gagner sur cette année fiscale. Et à la fin de l'année, si on a d'autres sources de revenus, on les déclare. Et enfin, on aura un impôt qui va s'ajuster en fonction des revenus qu'on a eus. Un point peut-être, parce qu'on a eu une nouvelle règle là, il y a quelques jours, où la Thaïlande était un pays qui était très intéressant pour les étrangers, ou même les Thaïlandais qui résidaient en Thaïlande et qui avaient des revenus de source étrangère. Parce que la Thaïlande n'imposait pas les revenus de source mondiaux, donc vos revenus de source étrangère, s'ils n'étaient pas rapatriés en Thaïlande dans l'année fiscale dans laquelle vous les avez perçus. Donc, pour expliquer ça de manière très pragmatique, ça permettait à des gens de vivre en Thaïlande et d'avoir des sociétés hors Thaïlande, dans des pays qui ne taxent pas les capital gains, comme Singapour et Hong Kong, et de facturer des services fournis évidemment hors Thaïlande pour un travail hors Thaïlande. On parle de revenus de source étrangère. Et cet argent-là, s'il était transféré sur un compte bancaire au nom de la personne dans un pays hors Thaïlande, ça peut être la France. Si on est résident fiscal thaïlandais, on ne paye pas d'impôt en France sur ces choses-là. D'avoir un impôt en réalité relativement faible, parce qu'il y avait une partie qui n'était pas imposée en Thaïlande. Ceci, c'est en train de changer sous l'effet des règles de transparence et de coopération, d'échange de données fiscales dans lesquelles la Thaïlande est rentrée depuis déjà de longues années. Donc c'est en train de se mettre en place. Et on nous a annoncé que maintenant, cette règle venait de changer et qu'à partir de maintenant, en réalité, tout revenu transféré en Thaïlande de source étrangère est de fait taxable. Alors évidemment, beaucoup d'articles dans la presse sont allés un petit peu vite en besogne. Il y a évidemment des exceptions. Si l'argent a déjà été taxé, des pensions de retraite, avec un pays qui a un traité contre la double imposition, la Thaïlande a 61 traités contre la double imposition, elle en a avec la France, évidemment, ces sommes ne vont pas être retaxées en France. Et l'argent qui reste hors Thaïlande ne reste pas taxé. Voilà. La fiscalité immobilière, alors j'ai quelques points là, mais c'est en réalité très technique à expliquer parce que il y a des taux différents, il y a beaucoup d'exemptions, il y a des assiettes différentes. Parfois, c'est la valeur estimée du bien pour land office, parfois, c'est la valeur de transfert. En règle générale, pour l'instant en Thaïlande, à part les frais de transfert qui peuvent être de 2 à 3% en cas de revente d'un bien immobilier, les impôts sur les biens immobiliers que l'on détient sont très faibles ou nuls parce qu'il y a des exemptions pour la résidence principale jusqu'à une certaine valeur. Voilà, c'est tout pour cette présentation rapide du panorama juridique et je reste disponible voilà, pour quelques questions. Merci Vincent, c'était un exposé vraiment brillant puisque tu as rendu accessible et compréhensible un éventail de dispositifs et de règles à la fois fiscales, immobilières, du travail qu'on se pose tous à un moment ou à un autre en Thaïlande et c'était vraiment un résumé très complet et je suis content aussi que celles et ceux qui sont en ligne puissent le voir de chez eux, où qu'ils soient,
qu'il soit en France, qu'il soit ailleurs en Thaïlande qu'à Bangkok, ou qu'il revoie cette conférence plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, voire dans quelques années. Évidemment, les choses, il faut se tenir au courant de l'actualité légale et fiscale. Tu parlais de la dernière information en date de ce côté-là, mais voilà, tout ça est fait pour être accessible au plus grand nombre. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine qu'il y en aura sans doute, parce que c'est un sujet intéressant. J'en ai une sur l'auto-entrepreneuriat dont tu parlais justement, qui a effectivement un statut qu'on connaît bien en fait en France et dans pas mal de pays. Ici, d'après ce que tu sais, c'est quelque chose qui n'a pas vocation à apparaître, ou du moins pas pour les étrangers. Ça reste pour le public thaï. Exactement. Il faut comprendre l'intérêt de la Thaïlande. La Thaïlande, s'il y a des étrangers qui viennent travailler en Thaïlande, soit ils apportent une expertise forte, et dans ces cas-là, ils rejoignent une entreprise, soit ils apportent leur savoir-faire et ils forment des Thaïlandais à leur savoir-faire. Donc c'est pour ça qu'il y a ce ratio de 4 Thaïlandais en règle générale pour un étranger, ou dans les licences BOI, où j'ai expliqué qu'il n'y avait pas de critères pour les étrangers qualifiés, mais il faut quand même mettre en place ce qu'on appelle des systèmes de transfert de compétences pour les employés thaïlandais de la société BOI. Alors les choses sont peut-être en train de changer, parce que la Thaïlande est consciente qu'il y a beaucoup de digital nomades qui viennent s'installer en Thaïlande, et pour l'instant, il n'y a absolument aucun statut pour ces gens-là. La seule chose qui s'en rapproche le plus, c'est une des 4 catégories du Long Term Resident Visa, le LTR, qui a été mis en place il y a quelques mois. Il y a une catégorie qui s'appelle d'employés détachés. Donc, si vous êtes employé d'une entreprise française, une entreprise qui a une certaine taille, il y a des critères de chiffre d'affaires et de nombre d'employés, qui fait que c'est seulement pour les grosses PME, et que vous avez un certain salaire, il me semble de mémoire que c'est au moins 80 000 $ de salaire par an, donc c'est prouvé sur vos dernières fiches d'imposition françaises, vous pouvez faire une demande de LTR et du coup avoir un visa qui vous donne le droit de travailler et de résider en Thaïlande sur le fait que vous travaillez pour cette société française. Mais ça, malheureusement, ça ne marche pas pour les digital nomades parce qu'ils n'ont pas de structure. S'ils ont une structure, ils se déclarent avec le moins d'impôts parce que digital nomade, en réalité, c'est tout un autre concept. Hein. Si on est nomade, en réalité, on n'est pas résident. On est censé rester en Thaïlande quelques mois et partir ailleurs ensuite. Donc on a arrêté sur des résidents thaïlandais, plus vraiment des digital nomades. Sachant que les revenus, en plus, ne viennent pas, a priori, de la Thaïlande, enfin, par définition, parce que s'ils sont digital nomades, peut-être que les revenus sont de source extérieure. Alors, après, est-ce que les revenus sont perçus en Thaïlande ou perçus, on revient à l'autre sujet dont tu parlais, sur leur compte en France ou ailleurs, et en fait, il y a un transfert de l'argent ensuite pour pouvoir vivre en Thaïlande avec des revenus de source étrangère via une activité depuis l'étranger. Mais là, on est dans un cas qui est encore différent, c'est bien ça. Oui, et puis là, après, on rentre dans l'application stricte des règles fiscales, c'est-à-dire que il y a toujours ce que dit la loi et ce que les gens font en pratique, parce qu'une personne qui travaille, on va dire toute seule, sans démarcher de clients thaïlandais, c'est évidemment pas évident de la prendre sur le fait de travailler de manière illégale, et en plus, il n'y a pas de somme qui rentre en Thaïlande, c'est encore plus difficile. Mais d'un point de vue strictement juridique, si le travail, la prestation de service, elle est faite depuis la Thaïlande, même si l'argent il est perçu sur un compte hors Thaïlande, ce n'est pas des revenus de source étrangère. C'est un revenu de source thaïlandaise. Une dernière question avant peut-être de me tourner à nouveau vers le public et de clore la journée et la conférence. Si tu veux bien partager avec nous, peut-être, sans évidemment être trop précis, mais lorsque l'on vient vous consulter, les 2-3 cas de figure habituels, que ce soit peut-être côté famille ou côté business ou immobilier, qu'est-ce qui ressort souvent et qu'est-ce que tu conseillerais justement en termes d'anticipation? Alors pour le mariage, je te disais, est-ce que le bon choix c'est de dire pas de mariage finalement? Mais voilà, avant qu'on vienne vous voir, les choses auxquelles il faudrait penser. Il y en a beaucoup. Je pense que la principale difficulté qu'on a, c'est en fait les restrictions thaïlandaises sur la partie, pour parler de la partie business, c'est sur l'activité. Donc bien anticiper l'activité qu'on veut faire et anticiper si elle va changer.
Ça, c'est un premier point, parce que en fonction de l'activité que vous allez faire sur les prochaines années, on va évidemment suggérer un montage différent, ou on va peut-être anticiper pour préciser des objectifs larges dans les statuts de la société pour ne pas avoir à les changer plus tard. Sur la partie vie de famille et autres, je pense que le premier conseil, c'est de venir nous voir le plus tôt possible. Parce que plus tôt on a des informations, plus tôt on peut vous mettre sur les bons rails et on peut partager des retours d'expérience où les gens parfois s'associent très vite. C'est des gens qui viennent me voir pour faire un pacte d'actionnaire, mais ils ont déjà signé la moitié des accords et ils sont déjà répartis la plupart des parts. Alors que si quand on voit les personnes et qu'on voit en réalité qui lit le projet, on sait que ce projet-là, dans un an, il y en a un qui va être frustré parce qu'il fait tout et le projet va tomber à l'eau. Les gens, ils vont se battre, alors qu'en les laissant remettre en perspective comment leur association risque de se passer, ils vont peut-être anticiper des mécanismes de gestion de crise et ou efforts minimum à faire par certains actionnaires pour que l'association se passe bien. Et pareil, le cas pour le mariage, si on doit faire un contrat de mariage, il faut l'anticiper avant, il faut en parler avec sa compagne, on ne peut pas le faire au dernier moment. Pareil pour le testament, on le fait avant de mourir évidemment, donc il faut l'anticiper. Donc voilà, de manière générale, plutôt en consulte, mieux c'est. Bien, c'était le thème de cette conférence, prévoyance aussi. Merci beaucoup Vincent Biraud de la société Billoz. Merci Bruno Pétel, président de l'Association française de bienfaisance. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui tout au long de cette journée pour le salon Vivre et Travailler en Thaïlande. Les conférences restent disponibles en ligne, n'hésitez pas à les partager. On vous attend nombreux pour les prochains événements de l'Alliance française. Restez connectés, très bonne fin de journée et à bientôt. Merci.